Salut les bêtises créatures, j'espère que vous vous portez bien en cette, chaleur. Je vous avais, demandé de poser, de nombreuses questions sur, l'alterhumanité, moi-même, ma relation avec l'alterhumanité et cetera. Pour une FAQ et c'est parti. On va commencer la FAQ, numéro 1 sur, l'alterhumanité et tout ça. Heu, donc heu, Ça commence tout de suite avec la première question. Pour la première question, j'ai décidé de regrouper plusieurs questions qui tournaient à peu près au même thème, étaient du coup, mon parcours de l'alterhumanité, comment j'ai découvert. Donc on avait la question de Nico qui me dit: «Quel est Quels ont été tes premiers signes de ton âge chez toi?» Plumeux qui demandait: «Savais-tu depuis ton enfance que tu n'étais pas vraiment humain?» Et Vidia qui me demande: comment as-tu su que tu faisais partie de l'alterhumanité? As-tu eu honte au début?» Et une 4e question qui était: «Comment es-tu entré dans la commu et depuis quand tu y es?» Pour répondre à ça, je vais faire un petit peu mon parcours en tant qu'alterhumain. Oui, donc dès l'enfance, j'ai ressenti un décalage avec les autres humains, principalement, voilà, dès la maternelle. Alors, faut savoir que je suis autiste et j'ai été diagnostiqué, à l'âge de 20 ans, mais j'ai toujours eu des suspicions d'être sur le spectre depuis l'âge de 3 ans. En fait, dès la maternelle, j'ai vu, beaucoup de psys, voilà, avec, suspicion d'être sur le spectre de l'autisme, mais comme, bon, il faut remonter ça à la fin des années 90, il y a eu voilà, il y a c'est la psychiatrie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui et donc je n'ai jamais eu, de diagnostic jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça, c'est pour l'autisme, mais en parallèle, je me suis toujours ressenti différent des autres humains qui étaient, probablement neurotypiques et donc voilà, j'ai toujours eu ce décalage et en fait, finalement, mon autisme et mon alter-humanité est lié puisque finalement ce décalage avec, les autres humains, aussi d'une nature, alter-humaine, en fait, finalement. Je me suis toujours ressenti animal, plus proche des animaux, avec, à l'intérieur de moi comme une âme, animale, vraiment. Voilà, c'était vraiment, j'ai ressenti ce décalage dès la petite enfance. Et les jeux, par exemple, les jeux d'enfants où on joue, par exemple, au papa et la maman et cetera, je jouais toujours le chien. Je me souviens que je faisais aussi du théâtre, quand j'étais petit et on faisait un petit peu, tout ce qui était, Les 3 petits cochons, le, le Chaperon rouge et moi, je voulais toujours jouer le loup. Vraiment, je voulais toujours jouer le loup. Voilà. Et donc du coup, ce décalage avec les autres ce décalage alter-humain avec les autres humains a toujours été, a toujours évolué, a évolué de plus en plus jusqu'à, là où, les humains, se commencent à avoir leur propre personnalité, c'est-à-dire à l'adolescence et à l'adolescence, c'est là où se forment les groupes, où se forment les personnalités, où se forment, voilà, où il y a beaucoup de distinctions entre les ados et c'est là où j'ai senti le plus de décalage avec les humains, à partir du collège et à partir de là, voilà, je voulais plus, je voulais plus être humain, je voulais pouvoir me transformer. Alors c'est marrant parce que j'avais un peu à cette époque-là, des croyances un peu chamaniques, un petit peu, spirituelles et tout ça et je pensais que je pouvais, avec certains sorts me transformer en loup et tout, voilà, donc j'avais vraiment toujours ce côté-là de vouloir, devenir un animal. Je voulais vivre dans la nature avec une meute de loups et tout et donc voilà, j'ai toujours eu ce décalage et vraiment ça a été de plus en plus, en fait et je pense que alors moi, je crois que, l'alter-humanité est de naissance, sans parler de troubles neurologiques parce que je pense pas que l'alter-humanité soit vraiment des troubles neurologiques, mais pourtant, je pense que l'alter-humanité peut être un reflet, des neurodiversités comme, l'autisme, par exemple et pour moi, c'est assez lié et finalement, quoi qu'il en soit, pour moi, je crois que l'alternité est vraiment quelque chose d'ancré en nous de naissance, voire, voilà, d'âme ou si on est plutôt spirituel. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment,
quelque chose vraiment de naturel et de cérébral. Et voilà, donc il y a vraiment quelque chose où, en fait, quand on est alter-humain, en fait, on n'est vraiment pas humain. Enfin, on est en tout cas pas complètement humain et c'est vraiment, pour moi, c'est pas juste quelque chose qui se déclenche comme ça. C'est quelque chose qui vraiment est ancré dans nos gènes. Donc, voilà, pour continuer la question, j'ai commencé à entrer dans la communauté en 2013. En fait, il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais 17 ans et j'étais de plus en plus en décalage avec les autres humains, mais y compris pour le cas de l'autisme. Et du coup, j'avais rejoint un des forums d'autisme et tout ça, parce que je commençais à faire des démarches pour avoir un diagnostic autisme. Et j'ai, par hasard, trouvé un post qui parlait de l'alter-humanité, qui parlait en tout cas à l'époque d'Ethereum. Et ça a été une révélation. Je me suis dit: «Mais oui, mais c'est ça en fait». Quand j'ai vu les descriptions, les définitions, je me suis dit: «Mais voilà, ça a été vraiment ça». Et c'est là que j'ai commencé à entrer dans la communauté. Alors au début, je savais pas du tout mon kin. Je savais que j'étais très proche des loups, je me ressentais ours aussi. Donc voilà, j'ai été pendant quelques années un petit peu en questionnement, avant d'être sûr que les kins ours et loup me convenaient. Un petit peu plus tard, j'ai découvert aussi que j'étais un loup-garou. Et récemment, j'ai découvert qu'en fait j'étais probablement Cladotherian canis, donc tout ce qui est chien, loup, et je mets dedans le loup-garou aussi. Donc je suis rentré dans la communauté terrienne. Et j'y suis toujours depuis, même s'il y a eu, un moment où j'y étais plus trop, mais voilà, j'étais un petit peu, j'y étais quand même, mais je suivais plus exactement les groupes, les forums et tout. Et j'y suis retourné, voilà, un peu plus tard. Il y a quand même 6-7 ans déjà de ça, mais ça fait du coup 13 ans que je suis dans la communauté. J'ai pas eu honte au début. Ça a été, voilà, pour moi, c'était, co une découverte plus qu'une honte, hein. C'était vraiment, c'était pas du tout une honte, c'était vraiment une découverte. Et après je m'y suis plus. Et voilà, pour ce qui est de mes premiers signes d'altérhumanité, donc c'est ce que j'ai expliqué, c'est toujours ce décalage avec les autres humains, cette envie, de sauvage, cette envie de vivre dans la nature, de vivre avec mes congénères loups et tout ça. Donc il y a eu aussi des flashbacks, des rappels de vie antérieure, principalement en tant que chien. Je me suis rappelé avoir été un chien dans une vie antérieure, euh, où je vivais avec des personnes âgées. J'ai eu aussi des flashbacks de vie antérieure, mais là, c'était un peu plus sauvage, un peu plus loup, je dirais, ou en tout cas canidé sauvage. Euh, J'ai eu aussi beaucoup de dream shift, même à l'époque, j'en ai encore toujours. J'ai eu aussi des sensations, des ressentis très profonds, des ressentis spirituels, oui, et aussi des ressentis psychologiques, des ressentis vraiment d'introspection, où je me voyais vraiment en animal et pas en humain. J'ai eu aussi, voilà, des membres fantômes, oreilles, queue, et cetera, que j'ai toujours. J'ai toujours ces ressentis très profonds aussi, spirituels et psychologiques, en mon fort intérieur. Vraiment quelque chose de, voilà, de différent que d'un simple ressenti. C'est vraiment quelque chose, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, je cumule pas mal de signes différents que j'ai toujours aujourd'hui et que j'avais même à l'époque, voilà, à partir de l'enfance. Et maintenant j'ai 30 ans, donc ça fait ouais, plus de 30 ans, quoi. Enfin, un peu moins de 30 ans. On va passer à la question suivante. Alors, d'abord, j'espère que je vais pas faire trop de faux raccords parce que je suis obligé de couper, régulièrement parce qu'il fait 30 degrés dans la pièce où je suis, dans ma chambre. Donc, c'est compliqué et voilà. Hem, donc question numéro 2 qui est, on va dire, comment je vis l'alterhumanité au quotidien? Donc on a une question de Coda Chimère qui me demande: «Comment vis-tu ton alter-humanité au quotidien? Qu'est-ce qui, en toi, te fait sentir AH?» Une question similaire de Lumicrobe: «Comment l'alter-humanité influence ta vie de tous les jours?» Et donc une autre question qui était, je crois, de Nico: «Comment impacte ton AH au quotidien?»
Donc comment je vis mon alter-humanité au quotidien? Bah, en fait, je la vis normalement puisque en fait, bah, c'est moi finalement. Comme, je suis autiste, comme je suis TDAH et tout ça, comme je suis, heu, moi-même et ben mon alter-humanité, c'est juste moi-même finalement. Il y a aussi des shifts qui sont, tout le temps, on va dire donc je suis ce qu'on appelle un Sunterian ou un Conterian, je sais jamais lequel est lequel, mais en gros, donc ça veut dire que je suis, toujours en perpétuel shift. Je suis toujours un homme loup. Donc il y a pas des moments où, je suis, seulement humain. En fait, je vais tout le temps être, vivre avec mon animalité et je vais toujours en fait avoir, être en shift, on va dire, allez, on va dire que je suis en shift, à 20-30 toute ma vie et des fois je vais avoir des pics à, 70, 80, 90 et à ces moments-là, bah, ça va être selon mes émotions, selon, ma période de vie, selon, mon loup intérieur qui veut ressortir, qui veut prendre, le dessus. Voilà, imaginez qu'il y ait en moi un loup, heu, dans un corps humain et que ce loup veut ressortir parfois et en fait, il va être tout le temps là, il va être tout le temps voilà, je et il va des fois ressortir pour, avoir que le loup. Donc voilà, faut savoir que je me considère comme un loup-garou, comme un vrai loup-garou, hein. C'est que alors que même si je peux pas me transformer, je me considère quand même comme étant, là actuellement la forme humaine de mon loup-garou. Alors je me transforme pas à la pleine lune. Moi d'ailleurs, l'espèce de loup-garou que je suis peut se transformer, comme il veut. En fait, imaginez que l'espèce de loup-garou que je suis, c'est un petit peu ceux de Twilight, donc Feral et tout ça. Mais par contre, ce sont des loups. Ce sont pas des humains qui se transforment en loups, ce sont plutôt des loups qui prennent une apparence humaine. Et là, actuellement, je suis dans l'apparence humaine, coincé dans l'apparence humaine de mon loup. Donc voilà, en fait, je suis toujours forcément un peu loup en moi. Donc voilà, il y a toujours ce shift de base. Et de temps en temps, bah, je vais être presque 100% loup. Et voilà. Heureusement, c'est que chez moi, parce que sinon ça pourrait être compliqué dans la vie de tous les jours en dehors. En fait, si vous voulez, j'arrive à garder un masque social. Donc, si je suis dans les magasins, si je suis au travail, etc., je vais pas avoir des shifts de loup où je vais être 100% la forme loup de mon loup. Parce que, en fait, si vous voulez, la forme loup de mon kin, loup-garou, a une intelligence humaine. Donc malgré tout, en fait, je vais pas commencer à pisser les lampadaires et voilà et tout ce qu'on peut entendre, sur, la terre humanité. Heu, sur ce que nous disent les haters. En tout cas, moi, je vais toujours avoir, voilà, mais ça peut m'arriver, au travail ou dans des milieux sociaux ou en dehors de chez moi, d'avoir, mon loup qui prenne le dessus et d'être 100% la forme loup de mon loup-garou. Mais en fait, je vais réussir à garder quand même un masque social, donc ça se verra pas ou ça se verra très peu et ça pourra être, perçu comme, une particularité de mon autisme, en fait, finalement. C'est plus ça. Mais quand je suis chez moi avec mes chiens, par contre, ça arrive que je suis, vraiment, uniquement, la forme loup de mon loup-garou, à part que l'apparence évidemment, bah, reste humaine parce que je ne peux pas me transformer. Donc voilà comment influence, la thermité de moi tous les jours. Alors, quand je suis avec d'autres humains, le côté social de mon loup va un peu ressortir, surtout quand je suis avec d'autres loups. Quand je suis avec, des humains, bah, beaucoup moins, je vais être beaucoup plus effacé, beaucoup plus, dans mon coin. Voilà et parce que même en tant que loup, bah, j'ai, un peu la phobie des humains. Donc mon alter-humanité, je le vis pas mal, je le vis bien, voilà, je le vis comme, donc voilà, mon alter-humanité, je le vis plutôt bien, voilà, c'est pas un problème, même si j'ai de la dysphorie. J'ai beaucoup de dysphorie et ça, on le verra plus tard dans une autre question. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc on va passer à la question suivante. Donc la question numéro 3, c'était sur la dysphorie. On a Echo qui me demande des trucs et techniques ou conseils
pour réduire la dysphorie d'espèce et ou la mésentropie. C'était Lou Microbe, je crois, qui me demandait comment tu deals avec la dysphorie. Alors, la dysphorie, pour moi, elle arrive de temps en temps. Elle est pas. Alors, j'ai une petite dysphorie de base qui est à 20%, on va dire au maximum 20%. Et des fois, j'ai des pics de dysphorie qui peuvent monter à 80-90% et qui sont en fait bah, contextuels finalement quand je vais voir d'autres loups, quand je vais par exemple dans des parcs à loups et tout ça, quand je vais voir des films avec des loups-garous, des films avec des loups en général, je vais avoir ce pic de dysphorie qui va être énorme en fait, et je pourrais même avoir de la jalousie si par exemple des films de loups-garous, je vais avoir un peu la jalousie des acteurs qui jouent des loups-garous parce que je me dis mais j'ai tellement envie d'être à leur place. Donc voilà. Et voilà, ça peut être compliqué en effet. Comment je la combats? Bah en fait, comment je la combats? Alors difficilement. Je vais même des fois juste aller dormir pour que le lendemain je puisse penser à autre chose. Ça marche pas toujours. Et ou alors je peux aller jouer à des jeux où je vais pouvoir incarner un loup par exemple. Donc on a Wolf Quest qui est bien pour ça. Il y a aussi les VR chat, tout ça. Voilà. Après, je sais pas exactement. Moi, j'essaye de trouver des manières. Alors, je peux dessiner aussi. J'essaye de faire des activités qui me plaisent et qui va peut-être me faire changer un peu les idées, mais pas. Voilà, il y a des choses où il y a des activités que je vais réussir à faire avec la dysphorie, d'autres non. Voilà, tout ce qui me plaît pas, genre voilà, je vais pas faire des démarches administratives pendant que j'ai la dysphorie parce que j'y arriverai pas. Voilà. Donc, comment la réduire? Bah, en fait, là, je vais vous dire, ça dépend vraiment de vous. En fait, ça dépend vraiment. Il faut essayer diverses choses et en fait, vous allez trouver finalement au bout d'un moment ce qui va vous réduire votre dysphorie. Ça peut être, je sais qu'il y en a qui les jeux où on les incarne des animaux vont pouvoir leur réduire la dysphorie. Il y en a, ça va être VRChat, il y en a, ça va être se comporter, enfin shifter comme shifter chez eux, faire du quad Rubik, etc. Aller dans la forêt. Il y a les kits de soins animaux. Alors bon, ça, je vais pas trop aller dessus parce que je suis pas expert là-dedans. Voilà, donc ça dépend vraiment, voilà, de chacun de vous. Il faut vraiment vous trouver. Alors, vous pouvez demander sur les serveurs ce que les gens en fait font pour réduire la dysphorie. C'est vrai que voilà, après ça peut être porter des gears aussi. Moi, je sais que porter une fursuite et me voir dans le reflet avec ma fursuite, ça peut réussir à diminuer un petit peu la dysphorie. Voilà. Même si bah fursuite, on peut pas la porter toujours, genre, surtout en cette période de grosse chaleur, ça va être compliqué. Donc voilà, ça peut aussi être avec des animaux. euh, Aller voir des chiens quand on a des chiens. Voilà. Et pour ce qui est de la misanthropie, bah là, je peux pas vraiment trop t'aider parce que c'est compliqué, effectivement. Surtout en ce moment, c'est difficile de pas être misanthrope avec toutes les guerres et tout ça, tout ce qui se passe. Donc, bon, entourez-vous de gens qui vous plaisent, de vos amis. Ça peut déjà être aider un peu. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter l'actualité quand on est misanthrope. Donc, on va passer ensuite donc à la quatrième question. La quatrième question qui était quels sont les aspects que tu aimes et que tu détestes dans la communauté et un truc qui te gonfle dans la communauté interhumaine. Alors, dans la communauté interhumaine, bah, il va avoir le manque de recherche en fait sur le stéréotype. Typiquement des jeunes qui arrivent de réseaux sociaux comme TikTok et qui, bah, mais pas forcément que ça, mais voilà, qui arrivent des réseaux sociaux et qui viennent et disent j'ai 13 ans, je suis un loup. Alors même pas forcément de 13 ans, ça peut être, j'ai vu des gens de 20 ans, etc., qui faisaient pareil, mais qui disent je suis un loup, ou je suis un chat, ou je suis un renard, et sans forcément avoir fait des recherches derrière. En fait, il se trouve que dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle aussi les other posts,
qui font partie plus ou moins de la communauté sans alors, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont pas vraiment partie de la communauté, parce que c'est une communauté différente, mais en même temps, c'est lié aussi à la thérianthropie et qui, du coup, sont pas forcément alors, je leur en veux pas parce qu'ils sont pas forcément au courant vraiment de, ce qu'est la thérianthropie, ce qui se cache, vraiment derrière et cetera et qui font des vidéos en se disant thériens. Mais en fait, finalement, ça va plus être du jeu de rôle pour eux. Ça va plus être, en fait, ils vont pas avoir forcément connaissance des ressentis profonds qu'on a derrière, du côté, éternel de la chose, donc de la naissance, jusqu'à la mort et du côté vraiment, identité, comme, la transidentité, par exemple et qui vont vraiment avoir qui vont vraiment faire ce côté plus furie, finalement, plus, de jeu de rôle, plus de, je me considère loup parce que j'adore les loups et que j'aime bien m'identifier à des loups et qui vont, en fait, finalement, à venir et dire: «Bah, je suis un loup» et cetera, sans forcément vraiment avoir, fait beaucoup de recherches sur les animaux derrière. Parce qu'en fait, il existe, heu, des milliards d'espèces sur terre et en fait, pourquoi dans la terre humanité, il y a que des loups, des renards, des chats et des dragons et quelques autres animaux, communs aussi, mais c'est principalement de l'ordre des carnivores, finalement. C'est dommage parce qu'il existe une très belle diversité, dans le monde qui, mériterait d'être également sur, la communauté. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'agace un peu, le manque, voilà, le manque de renseignements en fait, se renseigner vraiment. Il faudrait vraiment qu'ils se renseignent sur ce qu'est l'altérhumanité et sur ce qu'est la thérianthropie surtout et qu'ils fassent, des recherches, quitte à être, en recherche en fait, il y a pas de honte à se dire: «Bon moi je l'ai fait, hein, pour moi, pendant 4-5 ans, j'ai été en recherche de mon thériotype» et ça a été pareil, pour d'autres, que je connais. Et il faut pas non plus avoir honte de se tromper, de se dire: «Bah, oui, je suis arrivé, je me considérais loup, mais en fait, c'était, parce que, j'avais pas connaissance de la théranthropie, j'avais pas connaissance des autres animaux, mais qui voilà, je me suis trompé, je pensais être un loup, mais en fait, finalement, je suis complètement autre chose». Il y a pas de honte à se tromper. Donc ça, c'est un des trucs, voilà, qui m'agace. Un autre truc qui m'agace, c'est, l'invention de milliards de termes qui finalement se contredisent. On en reparlera. Mais voilà, il y a plein de termes qui sont inventés, presque tous les jours pour signifier parfois la même chose, pour signifier des choses qui parfois n'ont rien à voir avec la terre humanité, qui des fois pour signifier des choses qui sont même antinomiques à la terre humanité, donc qui vraiment sont contraires et des choses qui des fois, en fait finalement, des termes qui servent pas à grand chose, qui embrouillent plus qu'autre chose. Vraiment, il faudrait avoir un lexique, enfin il y a des lexiques mais qui soient en fait limités finalement parce que plus on invente des étiquettes, et c'est normal, hein, c'est humain d'inventer des étiquettes, c'est alter-humain aussi d'inventer des étiquettes, d'inventer des cases, hein, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Mais voilà, là, on arrive à un point où il y a des choses qui, ça devient de plus en plus incompréhensif. Donc voilà. Mais je ferai une vidéo sur mon avis sur l'alter-humanité, je ferai une vidéo complète dessus et qui pourrait être intéressant. Des choses qui peuvent m'agacer aussi, c'est des gens en fait qui sont tellement rancuniers, qui sont limite méchants en fait au sein même de la communauté, qui viennent détruire en fait la cohésion de la communauté. Et ça, il y en a dans l'alterhumanité. Et malheureusement, ces gens-là sont vraiment toxiques, quoi. Toxiques pour les autres et toxiques pour la communauté. Et ça, il y en a dans toutes les communautés, mais c'est vraiment, je sais pas, il y a quelques personnes, voilà, qui sont vraiment. Après, ce que j'aime bien, bah, il y a la solidarité entre les alter-humains. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres communautés. Il y a vraiment un lien très fort entre les alter-humains. Il y a vraiment ce côté vraiment, safe place, en fait, et une entraide qui est incroyable. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais passer à la question suivante. Alors là, on a une question de Graph qui me demande si on considère une créature de fiction, dans mon cas les Navis,
non pas comme des créatures de fiction, mais des êtres surnaturels, de véritables créatures fantastiques, entrant dans la même catégorie que les elfes, les dragons, etc. Ce qui est pour moi plus fort, car de mon point de vue, il y a une barrière entre la fiction et les créatures fantastiques. Est-ce que ça veut dire qu'on est Otherkin et non Fictionkin? En parlant du principe, en, en partant du principe que je m'identifie au Navi. Donc, eh ben oui. Alors là, on entre un petit peu dans la croyance puisque les Navis, c'est ça a été créé par James Cameron. Donc, c'est en partie Fictionkin, puisque ce sont des êtres de fiction. Mais, mais il y a aussi des gens qui croient en fait que les Navis sont des aliens qui existent dans l'univers, qui sont des vrais aliens. Et ça, moi, je juge pas, hein, parce que finalement, pourquoi pas, hein. Il pourrait exister des vrais Navis dans l'univers, des, que des aliens, voilà, et que James Cameron aurait pu être influencé d'une manière ou d'une autre, spirituellement, je sais pas, pour créer les Navis et Pandora et les films Avatar, à partir d'espèces qui existent vraiment. Donc en fait, ça tient vraiment de la croyance de chacun. Et dans la communauté, on ne juge pas les croyances, hein, chacun a ses croyances. Voilà. Donc ça, c'est totalement légitime. Dans le cas, effectivement, où on pense, dans le cas, effectivement, où on croit que les Navis sont simplement des êtres de fiction créés par James Cameron, dans ce cas-là, oui, c'est Fictionkin. Et dans le cas où ce sont des créatures mythologiques ou des aliens qui existent vraiment, dans ce cas-là, oui, ça va être Otherkin. Dans le cas où ce sont des créatures mythologiques, en effet, des créatures de fiction et des créatures de mythologique, ça va de soi. En fait, la mythologie, finalement, c'est de la fiction qui est ancestrale. Donc, c'est un regroupement de plein de fictions différentes qui existent depuis l'Antiquité et qui et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les dragons, les elfes, les loups-garous, ont toujours existé depuis l'Antiquité et existent encore aujourd'hui, à partir de plein de fictions différentes, et voir à partir, pareil, de croyances comme quoi ça aurait vraiment existé ou comme quoi ça existerait dans d'autres dimensions. Moi, c'est ce que je crois, hein, que par exemple les loups-garous, les elfes et dragons peuvent exister dans d'autres dimensions, parce que en fait, le fait que ça existe en tant que mythologie dans notre monde fait que il y a une répercussion dans des mondes parallèles qui fait que ça pourrait exister vraiment dans des mondes parallèles. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, que moi je crois totalement. Et, euh, et dans ce cas-là, effectivement, si les Navis existent aussi en tant que créatures mythologiques dans d'autres dimensions, etc., ou existent en tout cas où on peut l'entrer dans de la mythologie, dans ce cas-là, tu es mythiquine. Mais en fait, finalement, ça va vraiment dépendre de toi. Ça va vraiment dépendre de ce que tu crois des Navis et de ce que tu vas, en fait, finalement, euh, répercuter sur toi. Donc voilà, ça, si tu préfères te considérer comme euh, mythic-kin plutôt que fiction-kin, bah en fait, c'est à toi de choisir. Et ça, il n'y a personne pour te dire le contraire. Alors, sa deuxième question était, il me semble que tu avais auparavant fait une vidéo qui parlait brièvement, mais pourrais-tu réexpliquer la différence entre transespèces, la lycanthropie et la thérianthropie clinique? D'accord. Alors, les transespèces sont des personnes, donc moi je fais partie, donc je suis transespèce. En fait, on a tellement de dysphorie de notre corps humain qu'on aimerait se transformer en, en animal. On a conscience d'avoir un corps humain et on aimerait en quelque sorte s'en débarrasser, entre guillemets. On voudrait en fait finalement faire par exemple de la chirurgie ou porter par exemple une quadsuit ou une fursuit qui permet en fait d'avoir l'apparence de,
de notre kin. Alors moi, personnellement, j'ai pas les moyens de faire de la chirurgie esthétique, mais si j'en avais les moyens, j'en ferais quand même un peu. Je ferais peut-être, par exemple, les oreilles pointues, les yeux, mes yeux, bon, mes yeux, ça va, ils sont déjà un peu jaune-orange, mais je le ferais encore plus, j'aurais encore plus de crocs, même si j'en ai déjà un peu. Mais voilà, je ferais peut-être une queue. En tout cas, j'essaierais de me transformer un petit peu en mon kin. Alors pas complètement, parce que ça sera jamais possible de le faire complètement. Mais moi, le moyen que j'ai pour me transformer, c'est ma fursuit. Quand je porte ma fursuit, c'est que je suis transformé en loup et déjà mon comportement aussi va être complètement différent. Donc ça, c'est les transespèces. Ce sont des personnes qui euh, voudraient, comme les transgenres, ben, ce qu'on appelait avant les transsexuels, mais bon, on l'utilise plus parce que c'est connoté, mais qui vont en fait changer de sexe avec les hormones, avec éventuellement de la chirurgie, etc. Et là, c'est pareil, mais pour l'espèce. On se transforme en une autre espèce. La lycanthropie, bah, c'est les loups-garous. Et la thérianthropie clinique, là, en fait, ce qu'on appelle la lycanthropie clinique ou la zoanthropie clinique, là, en fait, ce sont des personnes qui ont une psychose qui est due à des troubles psychiatriques, par exemple la schizophrénie ou la bipolarité ou ce genre de choses, ou qui vont prendre des drogues ou des médicaments psychoactifs qui vont en fait altérer leur conscience d'eux-mêmes. Et ces personnes-là vont avoir l'impression de se transformer alors, historiquement en loup-garou, parce que c'était... voilà, historiquement, c'était des loups-garous, mais maintenant, c'est étendu à tous les animaux, et ça dépend aussi des cultures. Parce que le loup-garou, c'est principalement européen, mais en Asie, par exemple, on peut avoir des tigres-garous, entre guillemets. Je sais qu'en Amérique du Sud, il y a des jaguars. Donc en fait, c'est vraiment la sensation en fait de se transformer, vraiment l'impression, on va avoir l'impression en fait finalement que notre corps change, que notre psychologie change. Et je ferai une vidéo entière promis sur la thérianthropie clinique. Mais en gros, là, par contre, c'est vraiment une pathologie mentale qui est soignable avec des traitements, etc., en psychiatrie. Donc c'est vraiment deux choses voilà, différentes. Question suivante, qui est une question de Vec Sarit, qui nous dit « Coucou, voilà ma question. Je suis terrien insecte, fourmi en premier et menthe religieuse en secondaire. Et je reçois beaucoup de critiques et de moqueries, et même de certains autres terriens, comme quoi je ferais semblant d'être terrien insecte, et encore des moqueries. Que répondent aux haters, et connais-tu d'autres terriens insectes ?» Alors oui, tout d'abord, en fait, je pense que le souci, c'est que c'est tellement rare de voir des terriens insectes que c'est surprenant. Après, tu es une fourmi et une menthe. Les fourmis, voilà, ce sont des insectes qui sont en fait finalement pas péjoratifs entre guillemets. En fait, là, le souci, il y en a deux principalement. Le premier, c'est que les insectes sont tellement différents des mammifères, parce que l'humain est un mammifère, tellement différents que souvent, on a du mal à s'imaginer comment on pourrait être un insecte. Et parce que bah, ils ont une morphologie différente, ils ont une structure sociale très différente, ils ont une cognition, on va dire, différente. Et même les schémas plus spécistes vont dire que en fait, les insectes n'ont même pas de conscience, en fait, alors que ils en ont peut-être, en fait, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Donc voilà, c'est pour ça, en fait. Je pense que des gens vont être surpris et vont penser que tu fais semblant, en fait, parce que bah, c'est tellement différent des autres communautés, et tout ce qui est différent est souvent rejeté malheureusement par le cerveau humain. Donc voilà, et pourtant tu es totalement légitime et honnêtement c'est génial. Pour moi je trouve ça génial d'avoir des terriens insectes. Je trouve ça
incroyable. Je pense que ton témoignage est très enrichissant pour la communauté parce que savoir ce que ressent un terrien insecte, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que voilà, c'est pas commun mais c'est génial. Et puis les fourmis, c'est top. C'est des animaux qui sont finalement intelligents à leur échelle, évidemment. Mais voilà, ils ont une structure qui est incroyable. Moi, ça m'intéresse beaucoup les fourmis, j'aime bien ça. Après, pour ce qui est des haters et tout ça, en fait, le truc, c'est que ça, c'est le deuxième point, c'est que en fait, il y a beaucoup de trolls qui viennent dans la communauté et qui disent je suis terrien acarien, je suis terrien nématode, je suis terrien, voilà. Des êtres, en fait, qui sont, on va dire, parasitaires, quoi, qui sont. Et ça, en fait, moi, si je vois sur mon serveur un, un ticket où on me dit je suis terrien mouche ou terrien acarien, je vais me méfier quand même. Naturellement, je vais me méfier parce que c'est souvent ce qu'utilisent les trolls pour nous troller. Et ça, parce que voilà, c'est vraiment encore moins commun de voir quelqu'un qui va se dire terrien mouche. Ça peut exister, mais la personne a intérêt en fait à bien bétonner son dossier parce que en fait, c'est normal que nous derrière on va se méfier, on va avoir un peu j'ai des doutes quoi, je sais pas. C'est ce qui est normal parce que c'est des animaux parasitaires donc en fait on n'a pas envie de s'y identifier. Il y a des animaux sur lesquels on a envie de s'identifier, même si on ne l'est pas, et qui sont classe, etc. Et d'autres animaux, on n'a pas envie de s'identifier. Et même si on l'est, bah voilà, c'est. Donc, c'est pour ça. Que répondre aux haters et aux deutériens insectes, bah en fait, tu peux témoigner, tu peux dire ce que tu ressens, etc. Et je pense que fourmi, de toute manière, ça, ou menthe religieuse, ça, ça passera mieux, effectivement, parce que c'est des insectes qui sont dits plus classe. Donc, mais c'est vrai que bah, c'est compliqué, en effet. Question de l'Omicrobe. Quel est ton animal préféré en dehors de tes kintips? Alors, bah, en fait, le loup fait partie de mes animaux préférés, même si c'est mon stéréotype. Alors, est-ce que le loup est mon stéréotype parce que c'est mon animal préféré, donc ça a influencé un peu, ou c'est parce que j'étais un loup que c'est devenu mon animal préféré? Je dirais que c'est peut-être un petit peu des deux. Et parce que bah là, en fait, quand on est un kinty, bah on va aimer notre stéréotype. Et ça, c'est normal parce que généralement, on n'aime pas notre communauté, généralement, on n'aime pas notre côté humain. Et en fait, même s'il y a des alter-humains qui aiment bien leur côté humain, mais on va souvent plus se réfugier dans notre côté plus animal. Et finalement, bah, on va apprécier la compagnie de ces animaux qu'on est. On va apprécier en fait finalement les animaux dont on est, donc les animaux de nos stéréotypes ou de nos kintypes, parce que finalement, ça va vraiment être un refuge pour nous. Ça va vraiment être une sensation de bien-être. Voilà, ça va être quelque chose finalement. Voilà, c'est rare en fait, ça arrive, mais c'est rare que des alter-humains n'aiment pas leur kintype ou n'aiment pas leur stéréotype. Souvent, ça va être vraiment notre. Par exemple, les loups, pour moi, ça va être ma vraie famille. Ça va être, voilà, je vais être très proche d'eux et du coup, je vais les apprécier. Après, en dehors de mon kintype, et bah, j'adore les renards. Ce sont des animaux que j'ai toujours adorés. J'aime beaucoup les grands félins, les panthères par exemple. J'aime bien les dragons. J'adore aussi les oiseaux, en particulier les rapaces et les corbeaux. Après, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'animaux que j'aime bien, donc voilà, il y en a plein en fait. Alors, question suivante de EcoPlus. Quel est ton point de vue sur les physico-terriens? Alors, les physico-terriens,
Alors, je vous avoue que je suis allé rechercher une petite définition qu'on m'avait envoyée parce que c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai toujours un petit peu de mal à retenir ce que c'est. Euh, donc, physico-ultérian, en fait, de ce que j'ai compris, c'est quand on imagine notre corps physiquement animal. C'est-à-dire qu'on ressent avoir une queue, on ressent avoir des oreilles, on ressent avoir des griffes, etc. On ressent nos shifts, euh, voilà, on ressent nos instincts en fait. Et du coup, là, ça va être en fait comme on ressent des membres fantômes, on ressent un corps animal, on ressent une sensation animale, on ressent des shifts, des instincts, etc. Du coup, on va s'imaginer notre corps comme étant animal, et c'est à ce moment-là en fait on appelle ça les physico-ultérieurs. Ce qui est différent en fait des lycanthropes cliniques ou des autres cliniques, qui eux vont vraiment se imaginer se transformer, mais avec une sorte de psychose, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'imaginer en ayant perdu conscience d'eux-mêmes, en ayant perdu en ayant une altérité de leur conscience. Alors que les physico-altériens n'ont pas une altérité de leur conscience, c'est-à-dire qu'ils sont conscients d'être humains, mais ils vont un petit peu comme s'introspecter, un petit peu, quand ils se regardent pas dans la glace, évidemment, vont s'imaginer avoir un corps animal. Donc c'est ça, de ce que j'ai compris. J'espère ne pas me tromper. Mon avis là-dessus, c'est que c'est quelque chose de normal en fait dans l'alter-humanité. Je pense que, en fait, moi, j'aurais pas créé de terme pour ça. J'aurais pas créé le terme physico-altérien en plus qui est assez euh, ambigu et qui fait penser directement à la zoanthropie clinique. Moi, voilà, je suis un peu mitigé sur le fait d'avoir créé parce que pour moi, en fait, je m'imagine que tous les terriens ressentent la même chose, ressentent ça en fait. Alors c'est peut-être pas vrai, mais moi j'ai toujours imaginé mon corps comme étant celui d'un loup, donc celui d'un ours. Donc imaginez que ça, voilà. Donc maintenant je sais que ça porte un terme, mais voilà, je pense que pour moi j'ai toujours cru que c'était comme ça chez tout le monde. Dernière question. Coaz, dans la vidéo où tu avais dit que tu n'avais pas annoncé ton âge à ta famille, tu avais dit que tu avais que des amis AH et autistes. Pourrais-tu développer et nous expliquer pourquoi tu as du mal avec les gens normaux? Et la question de Candy, c'est pourquoi caches-tu ton AH à ta famille? Alors, pour ce qui est de ma famille, pour moi, ça sert à rien de leur dire que je suis AH, parce que finalement, ça changera, enfin, ça changera rien pour moi, en fait, qu'ils le sachent ou pas. Et puis ça changera rien pour eux, ils feront pas quelque chose de plus ou quelque chose de moins. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt forcément à ce qu'ils le sachent, hein. C'est surtout pour ça. Et la deuxième raison, c'est que j'ai pas envie d'avoir des réflexions. Parce que faut savoir que j'ai 30 ans, mes parents ont autour de 60 ans. Donc ils sont loin de tout ce qui est nouvelle qui sont loin de tout ce qui est génération, enfin ce qui existe, on va dire, dans nos générations. Ils sont assez vieux, malheureusement. Donc voilà, ils vont pas forcément le comprendre. C'est déjà assez dur pour eux de comprendre tout ce qui est LGBT, QIA+. Donc l'alterhumanité, bon, je sais pas, je pourrais leur expliquer ce que c'est que l'alterhumanité, mais bon, j'ai un peu peur des critiques, quoi. J'ai un peu peur de leurs réactions, parce que bon, pas forcément. Après, c'est normal, hein, ils sont d'une toute autre génération. Donc voilà. Et pourquoi j'ai du mal avec les gens normaux? Bah en fait, ça c'est effectivement, c'est beaucoup d'autistes en fait qui ont ce côté-là de vouloir rester en fait avec des autistes et pas avec des gens neurotypiques. Parce qu'en fait, là c'est un peu compliqué à décrire, mais c'est que finalement le cerveau autiste et le cerveau neurotypique fonctionnent vraiment d'une manière très différente. Le cerveau neurotypique a un côté social, un cerveau social, on va dire, et côté
autistes, on a un cerveau très logique et souvent, bah, il y a un petit peu des conflits, un petit peu voilà, donc puis moi, j'ai assez mal vécu en fait, j'ai une famille très neurotypique finalement et j'ai assez mal vécu, les interactions neurotypiques. Pas mal d'interactions neurotypiques, très proches, machin et cetera, où mon autisme a pas été, pris, au sérieux, n'a pas été j'ai mal vécu des interactions avec des neurotypiques, qui sont, peut-être, très fêtards, machin et tout, qui sont très, famille, très proches, très, voilà, je sais pas comment dire, mais enfin, qui sont vraiment diamétralement opposés à moi. Et du coup, j'ai, assez été pas mal traumatisé avec pas mal de choses et tout, donc je peux m'entendre avec, des personnes neurotypiques. Ça, c'est je peux m'entendre, mais je vais pas forcément développer une amitié, en tout cas une amitié très proche et tout. J'ai été, en couple quelques mois avec une personne neurotypique, vraiment. Bah, on était tellement différents sur pas mal de trucs que finalement, voilà, lui, il aimait beaucoup, faire des soirées avec ses amis et tout, écouter de la musique très fort, voilà, moi, je c'est pas du tout mon truc, donc voilà, il y avait pas mal de choses qui collaient pas, en fait. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Eh bien, merci à tous pour ces nombreuses questions. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu autant de questions. Je ferai d'autres vidéos FAQ par le passé et merci à tous pour ça et je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée, bonne continuation. Prenez soin de vous avec cette chaleur, hydratez-vous et prenez soin de vos animaux aussi parce qu'ils souffrent beaucoup de la chaleur aussi, hein. Je ferai un petit short sur ce, truc-là et voilà et on se retrouve à la prochaine fois. Je pense qu'il y aura pas de vidéo avant septembre, heu, voilà, parce que je déménage. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Aouf ouf.